Tupolev 144, Concorde, le duel. 3 juin 1973, aéroport du Bourget. Plus de 300 000 personnes sont présentes. C'est le dernier jour du 30e salon aéronautique. La foule attend avec impatience le point d'orgue du spectacle. Les vols de l'avion franco-britannique Concorde et de l'avion soviétique Tupolev 144. Les grands titres des journaux parisiens annoncent la lutte des avions supersoniques dans le ciel du Bourget. Le Concorde vient de terminer brillamment son programme de démonstration. Maintenant, c'est au tour du Tupolev 144. L'avion vole à basse altitude au-dessus des stands. Soudain, la post-combustion s'allume et l'imposant jet est poussé fortement vers le haut. Il atteint 1200 mètres d'altitude. De façon inattendue, l'avion pique alors du nez et plonge vers le sol. Au dernier moment, le pilote tente de le redresser, mais l'appareil ne peut supporter la pression et se brise. Cette catastrophe va bouleverser l'avenir de l'avion Tupolev 144. Voici le Concorde soviétique. Juillet 1961, aéroport de Tuchino en URSS. 12 ans plus tôt, sur cet aérodrome de Tuchino s'est déroulée une gigantesque parade aérienne en présence de Youri Gagarin. À l'époque, le monde entier était convaincu que, pour l'Union soviétique, il n'existait pas de problème insoluble. Le survol d'une formation de bombardiers supersoniques Tu-22 en était la démonstration évidente. Mais Khrouchtchev avait déjà le choix pour lancer ses missiles. Andreï Nikolaïevitch Tupolev, pourriez-vous lancer un engin transportant des personnes plutôt que des bombes? L'ingénieur en chef avait la réponse. Son bureau travaillait déjà sur un projet d'avion de ligne supersonique. Le projet enthousiasmait Nikita Khrouchtchev. Le pays est immense. Les régions du Nord et de l'Est se développaient et avaient des problèmes pour répondre à l'augmentation du nombre de passagers à transporter. Pour aller en Extrême-Orient avec le vieux Tupolev 104, il fallait 2 escales. Le nouveau turbopropulseur Tupolev 114 mettait 8 heures. La possibilité de relier en jet supersonique Moscou à Khabarovsk en 3h30 seulement était bien tentante. Alexander Poukov, concepteur en chef du Tupolev 144. Khrouchtchev avait un grand respect pour Tupolev. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de la production d'un nouvel avion, mais bien d'un bond en avant dans tous les domaines. Un changement d'échelle scientifique, technologique et productive. L'aspect politique était également important. Le jet supersonique était un projet de prestige capital dans la compétition entre les deux systèmes, le socialisme et le capitalisme. L'Europe s'était invitée dans la course au vol supersonique. La Grande-Bretagne, la première, avait présenté le projet d'un supersonique conçu pour une centaine de passagers qui traverserait l'Atlantique à près de 2000 km à l'heure. Pour ne pas assumer seul un tel projet, l'Angleterre conclut une alliance avec la France. 29 novembre 1962, Paris, France. Signature à Paris de l'accord pour le développement conjoint d'un jet supersonique de transport de passagers baptisé le Concorde, qui signifie harmonie. Une vague d'enthousiasme gagne l'Amérique. La compagnie aérienne privée Pan Am commande en grand nombre le futur Concorde. Les Américains achetant des avions au vieux continent, quel scandale! 25 juin 1963, Colorado Springs. 6 mois seulement après l'accord anglo-français, le président Kennedy déclare que le gouvernement va soutenir l'industrie aéronautique nationale dans le développement de son propre avion de ligne supersonique. L'avion supersonique américain devra être supérieur à ses concurrents européens. Un mois plus tard, l'URSS commence sa course vers le jet supersonique. En juillet 1963, la société Tupolev décide de développer son avion de transport supersonique, le Tupolev 144. Cependant, Andreï Nikolaïevitch Tupolev, surnommé le père par ses collègues, est âgé de 75 ans et le temps est venu de penser à un successeur. Premier candidat potentiel, son propre fils Alexei. Georgi Tchemerouchine. Pour Andreï Tupolev, il était très important de transmettre à la jeune génération son expérience, ses succès, ses compétences. Georgi Tchemerouchine, chef des études pour la conception aérodynamique du Tu-144.
Depuis qu'il a 17 ans, Alexeï travaille dans le bureau de son père. À 32 ans, il dirige le département des avions supersoniques sans pilote. Le père estimait que son fils pouvait mener à bien le projet Tupolev 144. Au cours d'une réunion, le père aborda la question de sa succession. Autour de Tupolev sont rassemblés des ingénieurs expérimentés. Cette nomination semble trop précoce, mais personne n'ose le dire à Tupolev père. Seul le directeur général adjoint, Leonid Kerber, exprime ouvertement son désaccord. À son avis, Alexeï est un concepteur de talent, mais n'a ni la personnalité d'un chef, ni l'opiniâtreté de son père. Mais Tupolev père ne supporte aucune contradiction. Leonid Kerber, qui était depuis 40 ans dans l'industrie aéronautique, donna sa démission et ne revint jamais au bureau. Tupolev rangea la lettre de démission dans le coffre-fort et paya son ancien adjoint. À l'âge de 38 ans, Alexis Tupolev est donc nommé directeur du projet Tupolev 144. Jamais les Tupolev père et fils n'avaient dû faire face à une tâche aussi difficile. Pour de longs vols supersoniques, ils devaient s'attaquer à des problèmes dont la solution exigeait les toutes dernières découvertes de l'industrie aéronautique. Pour l'Institut central d'aéro-hydrodynamique, le Tupolev 144 était la priorité. Des centaines de modèles furent testés pour trouver la configuration optimale. À côté de pièces uniques spécialement fabriquées, les scientifiques travaillaient en soufflerie avec des ballons gonflés afin d'étudier les mouvements des flux d'air dans la cabine pressurisée. Le prix à payer pour la très grande vitesse est une super consommation de carburant. Il devint rapidement évident que la distance franchissable de l'appareil serait nettement inférieure à celle requise. Mais à ce stade, il était important de commencer le développement de l'avion, et en tout cas avant le Concorde. L'essentiel est de participer, c'était la phrase préférée d'Andreï Tupolev. 2 juin 1973, aéroport du Bourget. 24 heures avant la catastrophe. C'est le premier jour des démonstrations en vol. Le week-end, c'est la journée portes ouvertes. Les spécialistes ont laissé leur place aux visiteurs. Beaucoup ont leurs caméras et leurs appareils photo. Le Tupolev 144 suscite un intérêt sans précédent. C'est le premier appareil de série. Il est encore en cours de test, mais devrait entrer au service de l'aéroflotte 1 an plus tard. C'est ce que laissent entendre les fonctionnaires soviétiques. Le Concorde passe le premier tour pour sa démonstration en vol. Il enchaîne une série de manœuvres impressionnantes. Puis le pilote allume la post-combustion et soudain, le Concorde s'élève dans le ciel. Le public applaudit. Ce genre de manœuvre était auparavant impossible avec un avion traditionnel. Le Tupolev 144 apparaît ensuite. Il survole les tribunes. On observait des ailettes à l'avant du fuselage. À haute altitude, elles améliorent la stabilité de l'avion à faible vitesse. Ces ailettes intéressaient tout particulièrement les spécialistes étrangers. Mais par rapport au Concorde, le Tupolev 144 apparut instable à basse vitesse. La démonstration impressionnante du Concorde fut une surprise désagréable pour la délégation russe. Le prestige de l'Union soviétique était en question. Le navigateur Georgi Bachenov s'adressa à Yevgeny Gorjounov, membre de la délégation soviétique. Yevgeny Gorjounov, pilote d'essai du bureau d'études Tupolev. J'ai demandé c'est à quel sujet. Il répondit « Avez-vous un plan ? Ma tête tourne, je suis très inquiet, je veux en parler. » Je lui demande « Mais pourquoi si tard ? Vous ne vous êtes pas préparé ? Les gars doivent voler demain. » Il répondit qu'ils avaient imaginé quelque chose, mais il ne pouvait pas me dire ce que c'était. On lui avait demandé de n'en parler à quiconque pour l'instant, et il répéta « Ils ont mis au point quelque chose. » Retournons au milieu des années 60. Le changement de direction survenu n'avait eu aucun effet conséquent. Le nouveau leader soviétique, Léonid Brejnev, continuait à soutenir Tupolev, mais le planning avait évolué de manière confuse. 11 décembre 1967, aérodrome de Toulouse. C'est ce jour qu'eut lieu la présentation du Concorde. On sortit l'appareil du hangar, mais le premier vol fut retardé par des problèmes techniques. À la même époque, on livrait seulement à Joukovski, près de Moscou, des pièces du Tupolev 144. Elles furent assemblées près du centre de Moscou dans les ateliers des bureaux d'études Tupolev. On voyait le père et le fils Tupolev tous les jours dans les hangars.
Gérer le père était difficile. Sa volonté était d'être en permanence près de l'avion. Aux États-Unis, on suivait de près la concurrence européenne et on préparait une réponse. La presse écrivait avec enthousiasme « Le Boeing 2707, avec des ailes à géométrie variable, est fabriqué en titane. L'Amérique bâtit un avion supersonique qui transportera 300 passagers à 3000 km/h de l'autre côté de l'Atlantique. » L'Union soviétique devait coûte que coûte devancer les Occidentaux. Le premier vol d'un Tupolev 144 devait avoir lieu fin 1968. Telle était la demande du parti et du gouvernement. Et les Tupolev, père et fils, faisaient tout leur possible pour suivre cette directive. Extrait des actualités nouvelles du jour. Vous avez devant vous le premier avion supersonique au monde, le Tupolev 144. Édouard Geljan, pilote d'essai et commandant de bord du premier Tupolev 144. À la fin décembre, la machine est prête pour son premier vol. Mais du 20 au 31 décembre, une tempête fait rage sur l'aéroport de Ramenskoï. Edgar Krupchansky, vice-responsable des essais au bureau d'études. Pendant près de 2 semaines, on amenait l'appareil sur le terrain d'aviation le matin et on le rentrait. C'était démoralisant. Vladimir Vul, directeur des travaux sur les systèmes électriques du Tupolev 144. Et on éprouvait tous une impatience croissante. L'imminence du changement d'année créait une atmosphère tendue. On se demandait tous, alors ce vol aura lieu aujourd'hui ou non ? 31 décembre 1968, aéroport de Ramenskoï. Nous étions le 31 décembre. La météo s'est enfin améliorée. Andreï Tupolev était en contact radio avec le commandant Édouard Geljan. Voici l'enregistrement original de la conversation. Ici Andreï Nikolaïevitch. Allô ? Je vous entends, Andreï Nikolaïevitch. L'équipage au complet vous entend. Eh bien alors, allez-y, dépêchez-vous. Merci, Andreï Nikolaïevitch. L'équipage vous salue. Et n'oubliez pas la chanson. Qu'est-ce que je ne dois pas oublier? La chanson, ne l'oubliez pas. Nous ne l'oublierons pas. Georgi Tchemerouchine, chef des études sur la conception aérodynamique du Tupolev 144. Les conditions météorologiques ne permettaient malheureusement pas un décollage idéal. Tel un oiseau de proie géant, le Tupolev 144 s'éleva dans le ciel. La machine disparut rapidement dans la brume glacée et seul le contact radio entre le sol et l'équipage laissait à penser que tout allait bien. Édouard Geljan. Le vol a duré 38 minutes. Dans les airs, l'avion se comporte de façon excellente, tout simplement merveilleux. Georgi Tchemerouchine. Puis ils ont dit « On va se poser maintenant ». Ils arrivaient. Où étaient-ils? Pas d'avion en vue. Tout le monde scrutait le ciel, mais on ne voyait rien. Soudain, 2 feux surgirent dans le ciel. Actualité, le premier vol de l'avion supersonique Tupolev 144 fut salué comme un grand succès de la science et de la technologie soviétique. Yuri Popov, concepteur en chef du Tupolev 144. Ce fut un soulagement. Pendant tout ce temps, nous nous disions « Allez, il le faut, il le faut ». La nuit, on ne pouvait pas dormir et le jour non plus. Et puis tout à coup, l'aboutissement. L'avion a volé. Vous savez comment ça se passe. L'avenir est encore incertain, mais pour aujourd'hui, c'est bon. Andreï Nikolaïevitch Tupolev avait célébré un mois plus tôt son 80e anniversaire. Le vol du Tupolev 144 était son plus beau cadeau. Les communiqués annonçant le premier vol de l'avion supersonique soviétique avaient stupéfié l'Occident. Le Concorde était dépassé in extremis. L'appareil français décolla seulement 2 mois plus tard, le 2 mars 1969. 2 mars 1969, aérodrome de Toulouse. Les services secrets expliquèrent le succès soviétique par le vol de secrets de fabrication. La presse parla d'arrestation d'agents soviétiques en possession de plans du Concorde. Les journalistes donnèrent au Tupolev 144 le sobriquet de Konkordsky. On ne savait pas alors que les spécialistes coopéraient officiellement dans divers domaines. Après l'établissement de relations confidentielles au début des années 60, Khrouchtchev et le général de Gaulle avaient signé un accord de coopération scientifique et technologique. La délégation soviétique avait visité les installations de fabrication du Concorde.
Georgi Bjushgans, chef de l'Institut central d'aéro-hydrodynamique. Quand nous sommes arrivés dans le bureau d'études, notre visite a été organisée de telle manière que nous ne pouvions nous arrêter nulle part, et certainement pas rester devant les planches à dessin. Nous avons été constamment accompagnés par un colonel habillé en civil qui nous surveillait avec attention. Je n'ai jamais été informé que nous ayons volé quoi que ce soit. Bien plus, l'aérodynamique et la géométrie de l'aile, la partie la plus importante de cet avion, sont complètement différents. Le Tupolev 144 et le Concorde se ressemblaient étrangement. De par leur design, ils ne se différenciaient pas vraiment. Mais il y avait des différences importantes. Sur le Tupolev 144, les moteurs étaient situés près du fuselage, sur le Concorde sous les ailes. Le Tupolev 144 était plus lourd de 7 tonnes, plus long de 5 mètres et pouvait transporter 40 personnes de plus. La forme de l'aile également était complètement différente. 26 mai 1969, aéroport de Sheremetyevo. Le Tupolev 144 fut présenté en mai 1969. La conférence de presse avec les Tupolev père et fils suscita un grand intérêt. Une question délicate fut posée. Quand les compagnies aériennes étrangères pourront-elles acheter l'avion supersonique? Les journaux soviétiques avaient un peu hâtivement fait état d'une production de masse et environ 20 grandes compagnies aériennes auraient exprimé un intérêt immédiat. À la même époque, le Concorde fut présenté pour la première fois au salon aéronautique du Bourget. Les chefs d'État des deux pays constructeurs montèrent à bord de l'avion. Le Tupolev 144 et le Concorde n'étaient pas encore de véritables avions de transport de passagers, mais ce que l'on appelle des prototypes ou appareils d'essai. 5 juin 1969, le Tupolev 144 franchit le mur du son. 1er octobre 69, le Concorde franchit à son tour le mur du son. Juin 71, le Tupolev 144 est présenté au Bourget. 17 décembre 71, premier vol d'un Concorde de série. 29 mars 72, premier vol d'un Tupolev 144 de série. Juillet 72, vol de présentation du Concorde dans 10 capitales du monde. 22 décembre 72, mort d'Andrei Nikolaevitch Tupolev. Aux actualités, Alexei Andreevitch Tupolev à bord du nouvel avion de ligne Tupolev 144. La conférence de presse aura lieu à l'altitude de 13 000 mètres et au-delà du mur du son. « 22 avril 73, aéroport de Vnukovo. Les journalistes ont été invités à bord des premiers appareils de série. Alexis Tupolev est également monté à bord. Il a demandé à ses invités de s'asseoir dans la cabine. Au décollage, la puissance des 4 réacteurs géants avait endommagé le revêtement de la piste d'atterrissage. Il avait donc fallu choisir un autre aérodrome pour atterrir. Gennady Bocharov, correspondant de la Komsomolskaya Pravda, participait au vol. Le décollage lui-même n'était pas particulièrement spectaculaire. Les émotions sont venues plus tard, quand nous étions à une altitude d'environ 17 000 mètres. Derrière les vitres, tout était sombre, mais il y avait un matin d'été lumineux. Le soleil brillait comme un ballon d'argent qui flottait, léger comme une plume dans l'obscurité. Aux actualités de Gennady Bocharov. Une dernière question. Qui a besoin de tout cela? Vers quoi allons-nous si vite? Andrei Tupolev répond. Il est dans la nature de l'homme d'aller de l'avant. Le progrès et la technologie ne connaissent pas la marche arrière. Si l'homme a mis une fois 3 heures pour relier en avion Moscou à l'Extrême-Orient, il essaiera la prochaine fois également de ne mettre que 3 heures. Aujourd'hui, nous avons volé 1h30. Nous aurions pu atterrir à Paris. Je pense que la prochaine fois, c'est ce que nous pourrions faire. Hasard funeste, c'est cet avion qui porte le numéro 77102 qui, 1 mois et demi plus tard, s'écrasera non loin de la piste du Bourget. 3 juin 73, aéroport du Bourget, 1 heure avant la catastrophe. Une équipe de tournage française a demandé de pouvoir filmer l'équipage au travail. Le chef des essais en vol, le major général Vladimir Benderov, suivi par le caméraman, seront à bord. Yevgeny Gorjounov. Dès la première figure en vol, nous avons constaté qu'il reproduisait la démonstration du Concorde.
Nous nous disions, et maintenant, que va-t-il se passer? Edgar Krupjanski, chef des essais du bureau d'études Tupolev. Quand l'avion est repassé une troisième fois, j'ai immédiatement soupçonné un impondérable. Il ne devait pas passer 3 fois. Yevgeny Gorjounov. Ils étaient environ à 30 mètres de haut et faisaient un virage à 45 ou 50 degrés. Quand l'avion a pris de l'altitude, nous avons remarqué au-dessus un mirage. Le pilote de l'avion français d'observation avait pour mission de photographier les ailettes qui avaient éveillé la curiosité des spécialistes. Ils ont changé de cap. Sans avertissement, le Tupolev a plongé à 90 degrés et foncé droit vers le sol. Les pilotes ont tenté de sortir de ce vol en piqué, mais l'avion n'a pas supporté l'effort et s'est brisé. L'épave de l'avion est tombée sur Goussainville, près du Bourget. Parmi les bâtiments détruits, il y avait une école. 5 enfants et 2 adultes ont été victimes de la catastrophe et on a compté des dizaines de blessés. L'équipage du Tupolev 144 a été tué. Le commandant Mikhail Koslov, le copilote Vladimir Molchanov, le navigateur Georgi Bazenov, le chef du test en vol Vladimir Benderov, l'ingénieur en chef Boris Pervoukine, l'ingénieur de bord Anatoly Dralin. Nous sommes arrivés le soir à la tombée de la nuit. Nous étions à la recherche de l'endroit où l'équipage s'était écrasé. Quand nous avons trouvé l'endroit, j'ai vu la main de Bazenov avec sa bague. Dans la nuit, un chien hurlait à la mort. L'atmosphère était inquiétante, oppressante. Les spécialistes soviétiques n'ont pas été autorisés à inspecter les débris en priorité. Les diplomates se sont finalement mis d'accord sur une enquête conjointe sur le site du crash sous les yeux des services secrets français. La boîte noire a été récupérée dans les débris, mais il manquait la cassette avec l'enregistrement des paramètres de vol. Edgar Krupjanski. Cette bande a été trouvée dans un seau par un Français qui ramassait des déchets dans son jardin. Nous l'avons prise et nous avons tout de suite compris que c'était bien ce que nous recherchions. Les enregistrements des données de vol ont été rapportés en URSS. Les Français ont fait comme s'ils n'avaient rien marqué. Ils ne cherchaient pas à expliquer l'accident par une défaillance technique. Le Tupolev 144, en effet, avait été baptisé Konkordsky, et cette défaillance aurait fait de l'ombre au Concorde. Après un examen attentif de l'épave, une version de la catastrophe acceptable par les 2 parties fut trouvée. Au-dessus de l'appareil, un mirage français serait apparu. Le pilote russe, pour éviter une collision, aurait exécuté une manœuvre brutale au cours de laquelle un membre de l'équipe de tournage embarqué aurait laissé tomber la caméra. Celle-ci aurait alors tapé sur le manche de l'appareil. À la fin du texte, il était précisé: il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Sur la base de ces observations, les experts arrivèrent à la conclusion que les causes de l'accident restaient inexpliquées. 30 juin 1973, 3 semaines après l'accident, il y eut une éclipse. À bord du Concorde se déroula une expérience scientifique unique. L'appareil, pendant 8 à 10 minutes, suivit le mouvement du Soleil, afin que les scientifiques puissent observer ce phénomène naturel rare. Une éclipse de soleil a toujours été un mauvais présage. Et 1973 ne fut pas une bonne année pour l'avion franco-britannique. Le gouvernement américain interdit le survol de son territoire par le Concorde. Les habitants se plaignaient du bruit et les militants écologistes de la destruction de la couche d'ozone. Le bang sonique qui se produit en vol supersonique était un problème. Il était supposé capable de faire s'effondrer des bâtiments délabrés et briser des fenêtres, etc. 2 ans plus tôt, le Sénat américain avait stoppé le financement du titanesque projet supersonique de Boeing. L'avion coûtait beaucoup trop cher. Les Américains débarquent sur la Lune. Mais à cette époque, c'est le Boeing 747 qui attirait l'attention. L'Amérique célébrait sa victoire sur l'Europe.
La possibilité de transporter près de 500 passagers, c'était un potentiel de vente assuré. C'est au printemps 1973 que le Concorde connut ses jours les plus sombres. Les prix du pétrole montaient en flèche en raison du conflit israélo-arabe. L'énorme consommation de kérosène de l'avion supersonique empêchait toute rentabilité. Au lieu des 200 initialement prévus, seuls 20 Concorde furent construits, à peine plus que le Tupolev 144. En Union soviétique également, des opposants influents à l'aviation supersonique s'exprimaient. Le pilote personnel de Brejnev, Boris Bougaïev, était le nouveau ministre de l'aviation civile. Il choisit l'avion conventionnel, moins cher. En référence au Boeing 747, un gros avion, l'Ilyushin Il-86, fut développé dans le bureau d'études. Mais suite à une décision du 24e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, le Tupolev 144 devait assurer une ligne régulière en 1975. Par conséquent, il était nécessaire de réviser l'ensemble des infrastructures de l'aéroflotte. La catastrophe du Bourget avait interrompu la série de tests. Il fallait mettre tout en œuvre afin de rattraper le temps perdu. Mais au-dessus du bureau de Bougaïev flottait en permanence le souvenir des échecs du Tupolev 144. Les relations entre lui et Tupolev devenaient de plus en plus difficiles. Yuri Popov, adjoint concepteur en chef du Tupolev 144. Boris Bougaïev était un homme de pouvoir. Il aimait soumettre les autres à sa volonté. Au lieu d'essayer de gagner les bonnes grâces du ministre, Alexei Tupolev chercha un appui dans les rangs les plus élevés du pouvoir. L'occasion se présenta lorsque le bureau d'études reçut une commande d'un aéroglisseur pour les parties de chasse de Léonid Brejnev. Le secrétaire général était un passionné de tir et de glisse. Alexei Tupolev supervisa personnellement le suivi de cette commande. Le logo Tupolev sur la barre devait rappeler qui était le constructeur de ce beau cadeau. Au cours d'une visite officielle de Brejnev en France, l'été 1977, on lui présenta le Concorde, qui depuis plus d'1 an effectuait des vols de passagers à destination de Bahreïn et de Rio de Janeiro. Vladimir Vull, ingénieur électricien sur le Tupolev 144. Les Français parlaient de leur avion de façon exubérante et cela ne plut pas du tout à Brejnev, dont l'amour-propre fut blessé. Il dit à Bougaïev, qui l'accompagnait, « Eh bien, Borja, nous aussi nous avons un tel avion. Les Français présentent le leur et pas nous. Veillez à ce que l'on avance un peu plus vite et nous aussi nous pourrons leur montrer le nôtre et être fiers du génie technique russe. » 1er novembre 1977, 8 heures à l'horloge de l'aéroport de Domodedovo. Les vols commerciaux devaient commencer le 1er novembre 1977 à l'occasion du 60e anniversaire de la Révolution d'octobre. Le ministre Bougaïev est venu personnellement pour participer au vol. Le commandant Boris Kuznetsov raconte: il y avait exactement 200 correspondants de la presse, du cinéma et de la télévision locale, tous des journalistes. Les passagers, parmi lesquels Alexei Tupolev, devaient emprunter une passerelle pour monter à bord. L'équipage était en place, le départ était prévu à 8h30, le temps d'installer les passagers, mais personne n'est venu. La veille, l'escalier miracle avait déjà été présenté aux officiels, mais les batteries s'étaient vidées entre-temps et la passerelle tomba en panne au pire moment de son service. Ils ont couru dans tous les sens, pris un véhicule de remorquage et ont fixé un treuil en acier à l'escalier. Il se déchira comme un simple fil, l'escalier ne bougea pas d'1 millimètre. En désespoir de cause, ils ont ramené un puissant tracteur qui a finalement séparé avec un grand fracas l'escalier de l'avion, le tout sous les yeux de Bougaïev. Boris Kuznetsov avait fait préparer pour l'occasion un grand banquet, mais Boris Bougaïev avait balayé cette proposition d'un revers de la main. Pas de banquet. Le service à bord était excellent. Les passagers se voyaient proposer du caviar, des fruits exotiques, un peu de cognac. Mais pour les pilotes, les conditions étaient bien moins douces. Boris Kuznetsov, commandant du Tupolev 144. Concentrons-nous sur le vol. L'équipage portait des combinaisons spéciales pressurisées et des casques d'aviateurs. En cas de chute de pression dans la cabine, les pilotes ne perdraient pas connaissance et pourraient sauver les passagers. Surprenant quand on sait que les pilotes du Concorde, eux, volaient en uniforme normal. On demanda à Alexei Tupolev si l'appareil était fiable. Il répondit sans hésitation que tout avait été fait pour la sécurité et le confort des passagers.
Une chose difficile à réaliser, la température de la paroi extérieure peut atteindre 120 degrés Celsius. Essai thermique du Tupolev 144 au sol. Des essais thermiques spéciaux avaient été réalisés au sol sur le fuselage. Dans ce qui avait été nommé le four, une climatisation avait été installée. Test de sécurité incendie du Tupolev 144. L'équipement de la cabine se composait exclusivement de matériaux non combustibles. Des souris et le traditionnel mannequin Ivan Ivanovitch avaient joué le rôle des passagers. Qu'est-ce qu'on ne leur avait pas fait faire? On les a exposés à la fumée et au feu. 1er novembre 1977, 11h, aéroport d'Alma-Ata. Exactement 2 heures après avoir décollé et après avoir parcouru 3200 km, l'avion atterrit à Alma-Ata. Des fleurs, des journalistes et les souhaits de bienvenue des représentants du Parti communiste du Kazakhstan les attendaient. Sur le programme des vols de l'aéroport de Domodedovo figurait maintenant une fois par semaine le nouveau vol Moscou-Alma-Ata. Le billet coûtait 68 roubles, seulement 20 roubles de plus qu'un vol normal. 22 novembre 1977. 3 semaines plus tard, le Concorde inaugure à son tour son premier vol commercial, Paris-New York. Le billet coûte 2500 $, 2 fois plus que le prix d'un vol avec le Boeing 747. Le service se devait d'être luxueux pour compenser l'exiguïté de la cabine, mais comme le Concorde parcourait 6000 km en seulement 3h30, on se moquait de savoir qu'on n'aurait pas tenu beaucoup plus longtemps. Le Tupolev 144 soviétique était plus spacieux. Il avait été principalement destiné au vol vers l'Extrême-Orient, mais cela ne fut pas rendu possible en raison de sa consommation élevée de carburant. La distance réalisable était presque 1,5 fois inférieure à ce qui avait été prévu. Vladimir Potemkin, chef du service aérien du département de l'aviation civile. Parmi les équipages circulait un dicton. Voler avec un Tupolev 144, c'est comme embrasser un tigre. Les pilotes savaient qu'ils ne disposaient pas de réserve de carburant. S'ils n'atteignaient pas l'aéroport de destination et si l'aéroport de dégagement était fermé pour des raisons météorologiques, ils ne pouvaient se poser nulle part. À chaque vol, l'ensemble du ministère était en état d'alerte. Toutes les 15 minutes, nous nous renseignions à l'aéroport de destination d'Alma-Ata et à l'aéroport de remplacement à Tachkent sur les conditions météorologiques, les vitesses de vent, etc. Pour augmenter la distance franchissable, il fallait des moteurs plus économes en carburant. L'équipe du constructeur Kolesov devait s'agrandir. Mais à l'usine de moteurs, les conditions optimales n'étaient pas remplies. Les considérations économiques prenaient parfois le pas sur la charge de travail. Boris Kuznetsov, commandant du Tupolev 144. Un jour, on devait tester l'inversion de poussée sur la piste d'essai. Mais soudain, on reçut un ordre du directeur de l'usine. On arrête les recherches, tous aux pommes de terre. Et tout le monde allait dans les champs ramasser les pommes de terre. Finalement, les nouveaux moteurs ont été prêts et le Tupolev 144D est entré en phase de test. 23 mai 1978, aéroport de Ramenskoï. Le 23 mai 1978, alors que l'avion immatriculé 77111 effectuait son dernier vol du programme de test, ce fut la catastrophe. 2 membres d'équipage périrent. Bien que la tragédie n'ait aucun rapport avec l'appareil du vol Moscou-Alma-Ata, la décision capitale d'annuler tous les vols passagers fut prise. Boris Kuznetsov. Il a été dit qu'Alexei Tupolev avait passé une nuit blanche en raison d'appels téléphoniques permanents. On aurait fait pression sur lui pour qu'il annule le vol. Durant cette nuit, Alexei Tupolev a dû penser à son père. Son soutien et son autorité lui manquaient pour résister à la pression des prétendus conseils bien intentionnés. Une commission a déterminé les circonstances de l'accident. Après qu'une conduite de carburant se soit rompue, le feu s'est propagé dans les moteurs, ironiquement par le système de secours. La responsabilité des pilotes semblait évidente. Il est vrai que le vol d'essai avait effectivement été effectué dans des conditions d'urgence et sous la pression constante des supérieurs. Immédiatement après l'accident, Alexei Tupolev convoqua l'ensemble des équipages à une réunion sur la base de Joukovski. Tous attendaient d'en savoir plus sur les causes de l'accident afin d'aborder les questions les plus brûlantes. Yevgeny Gorjounov, pilote d'essai de Tupolev Bureau d'études. Je me suis levé et j'ai commencé à parler. J'ai dit qu'il y avait chez nous, ici, de la tromperie et là du mensonge. Et j'ai demandé ce qu'il en pensait. Il ne m'a pas laissé parler et a crié « Que voulez-vous? Si cela ne vous convient pas, vous pouvez vous en aller. » Alors seulement, à ce moment-là, je réalise qu'il esquiverait la réponse à la question principale. Comment cela a pu se produire? Pourquoi donc? Comment en sommes-nous arrivés à cette catastrophe?
Pour le concepteur en chef, les équipages étaient responsables des échecs du Tupolev 144. À ce stade, il nous faut revenir à la catastrophe du Bourget de 1973. On avait récupéré la boîte noire et on l'avait déchiffrée à Moscou. Les résultats avaient été classés. Seulement quelques personnes, dont Alexei Tupolev, connaissaient la véritable cause de l'accident. Edgar Krupchonsky, chef de test du bureau d'études. Dans la machine, il y avait des consoles qui avaient été installées à l'origine pour la série de tests. Dans les actualités télé, lors du décollage pour le Bourget, vous pouvez voir la console avec les appareils expérimentaux de contrôle en vol. Elle est située derrière le siège du commandant. Dans la précipitation précédant le vol de démonstration, elle n'avait pas été mise hors tension. Le panneau de commande du système aurait dû être fermé et scellé. Quand elle a été retrouvée, elle était ouverte et non scellée. Le système avait été allumé pour améliorer l'efficacité du contrôle et la maniabilité. Yevgeny Gorjounov. Qui était responsable? Je peux vous le dire avec une certitude absolue. N'importe qui, et pas seulement l'équipage ou le commandant de bord. Je me tenais à 30 mètres de l'avion et j'ai entendu quand le capitaine a refusé et dit à haute voix « Si nous devons mourir, alors nous mourrons tous ensemble. » Nous pouvons dire avec certitude que les pilotes ne sont pas responsables de la catastrophe. Le chef de la délégation soviétique avait besoin d'un succès et d'une reconnaissance mondiale. Après une longue discussion, on a persuadé les pilotes de prendre un risque irresponsable. L'équipage espérait que la machine ne les laisserait pas tomber, mais ils furent les premières victimes de la course pour le supersonique. Extrait du film Mimino 1977. À la fin de 1977, sortit dans les salles de cinéma une comédie lyrique dirigée et réalisée par Georgi Danelja. Mimino, l'un des héros en arrière-plan, le Tupolev 144. Qu'est-ce qui t'amène ici? L'aéroport de New Delhi n'a pas voulu de nous. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je transporte des poulets néerlandais. La flèche de stratosphère, c'est ainsi qu'on appelait le Tupolev 144, resta pour les équipages de l'aéroflotte un rêve inaccessible. Il ne volera jamais jusqu'à la capitale indienne. Oleg Kupzo, ingénieur en chef du Tupolev 144. Nous sommes montés à une hauteur de 20 km. C'est très impressionnant. On peut voir les étoiles briller, le ciel noir et les étoiles. Le Concorde faisait quotidiennement des vols Londres ou Paris-New York aller-retour. Les passagers étaient des managers et des célébrités. Parmi eux, la reine d'Angleterre et le pape. Pour des célébrations d'événements, l'avion franco-britannique a survolé le palais de l'Élysée ou le palais de Buckingham. Le coût de chaque avion s'est élevé à environ 350 millions de dollars. Le Boeing 747, lui, coûtait 3 fois moins cher. Il n'y a pas eu d'acheteur pour le Concorde. Il n'y eut que 12 machines vendues à Air France et British Airways pour un prix symbolique d'1 franc. C'est seulement dans ces conditions que les vols pouvaient être rentables. Le coût global du programme Concorde s'est élevé à 17 milliards de dollars. Le Tupolev 144 avait coûté moins cher, mais les chiffres exacts ne sont pas connus. « 31 juillet 1980, aéroport de Ramenskoï. Le matin du 31 juillet 1980, le Tupolev 144D effectue son prochain vol d'essai. Cet avion devait ouvrir la ligne tant attendue vers Khabarovsk. L'avion atteignit une altitude de 16 000 mètres et 2 fois la vitesse du son. Yevgeny Gorjounov, pilote d'essai du bureau d'études du Tupolev. Soudain et de manière totalement inattendue, comme sorti du néant, un claquement. Imaginez, dans l'avion, on entend nettement un claquement suivi d'une explosion. Il y a le feu dans les turbines et les pompes. Le système d'extinction incendie s'allume, l'avion part en piqué. L'ingénieur de bord annonce « Bonne nouvelle, commandant, le feu est éteint ». Mais l'avion fonce vers le sol. Le sol se rapproche. Vous ne tombez pas, c'est la terre qui fonce sur vous.
Les pilotes ont essayé d'arrêter la descente, mais le manche était trop court. J'ai pensé, appuie sur le manche, et délibérément, je l'ai poussé vers l'avant. Dans une telle situation pour pousser le manche, le pilote doit se battre d'abord contre lui-même. Donc, pousser fortement le manche, puis le tirer rapidement en arrière. Et j'ai senti que l'avion bougeait. Ça balançait un peu, et j'ai vu que l'aiguille grimpait petit à petit. J'ai regardé le cadran, on se rapprochait du 1, mais l'aiguille s'arrêta juste avant. Et puis ça y est, le 1 est atteint. Une secousse brève et tous les instruments fonctionnent à nouveau. J'ai poussé un soupir de soulagement, c'était bon. Avec bien des difficultés, les pilotes réussirent à poser l'avion endommagé. Cette vue des moteurs restera gravée dans les mémoires. Oleg Kupzo, ingénieur en chef. Ce que le feu avait laissé ressemblait à un enchevêtrement de clous qui partaient dans tous les côtés. Sauf que dans ce cas, il ne s'agissait pas de clous, mais de morceaux de turbine. Le Tupolev 144 s'est révélé être une machine robuste. Dans la situation de catastrophe, l'avion n'avait pas pris feu et était resté manœuvrable jusqu'à l'atterrissage. Les moteurs, toutefois, ont dû être révisés. C'est à cette époque que fut lancé le premier avion soviétique à grande capacité. L'Ilyushin 86 pouvait transporter 350 passagers, soit presque 2 fois plus que le Tupolev 144. À la fin de 1981, il était prévu de commencer enfin les vols de passagers en Tupolev 144 vers Krasnoyarsk. Le moteur terminé arriva pour être testé en usine. Mais la malchance poursuivait cet appareil, le moteur tomba en panne. À nouveau, les vols furent reportés. Brejnev mourut en 1982. Les nouveaux dirigeants du pays avaient leur propre vision de l'avenir des jets supersoniques. D'énormes sommes d'argent avaient jusqu'alors été investies en vain. Avait-on vraiment besoin de cet appareil capricieux, de ce jouet si incroyablement coûteux? Au début de juillet 1983, le gouvernement décida d'interrompre les travaux sur le Tupolev 144. C'est ainsi que le sort de l'avion fut scellé. Le Concorde, lui, a volé pendant 30 ans et a transporté 3 millions de passagers. 25 juillet 2000, Gonesse. Une terrible catastrophe survint avec 109 passagers à bord. Au total, 113 victimes. Ironie du destin, le Concorde s'écrasa près du Bourget, à seulement 5 km du site du crash du Tupolev 144. 24 octobre 2003, aéroport de Heathrow, Grande-Bretagne. Le Concorde effectue son dernier voyage New York-Londres pour entrer ensuite au musée. 17 mars 1996, aéroport de Ramenskoïe. Sur la base aérienne de Tupolev a lieu la présentation solennelle de l'avion laboratoire de recherche Tupolev 144 LL. Les lettres LL signifient laboratoire volant. Les États-Unis, eux aussi, ont réactivé leur projet supersonique. Ils menèrent une série d'expériences à bord de l'avion qui devait préfigurer le jet de l'avenir. Après avoir examiné tous les aspects, l'appareil russe fut préféré au Concorde européen. 2 ans plus tard, le programme de recherche avait été mené à bien. Le matériel obtenu devait servir de base à l'avion de ligne supersonique du futur. Janvier 2005. Le dernier Tupolev 144 est garé au bout de la piste, en face du hangar. L'oiseau fier semble fixer le ciel, là où volent ses frères conventionnels. Il attend patiemment son heure.